Ce document, qui s'inspire largement de la sémantique de Touratier, porte sur une idée très structurale, qui consiste à décrire le sens comme une combinaison de petites unités. Cette démarche s'appelle l'analyse componentielle ou analyse sémique. L'objectif n'est pas de raconter une histoire autour d'un mot, mais de le décomposer pour comprendre ce qu'il partage avec d'autres mots, ce qui le distingue, et pourquoi la langue a besoin de plusieurs mots proches au lieu d'un seul terme général. On peut assimiler le mot à une molécule dont les sèmes seraient les atomes de sens. Cette comparaison appelle toutefois à une certaine prudence, parce qu'en sémantique, les éléments sont moins stables qu'en chimie, mais elle aide à comprendre l'idée de décomposition. Cette analyse sert particulièrement bien quand on étudie des champs lexicaux comme les sièges, la parenté, les animaux ou les moyens de transport. Cette approche vient d'une comparaison classique avec la phonologie. En phonologie, on décrit un son, c'est-à-dire un phonème, à l'aide de traits distinctifs. Par exemple, deux sons proches peuvent se distinguer par un seul trait, comme la différence entre un son voisé et un son non voisé. La méthode structurale consiste à dire que comprendre les traits permet de comprendre le système. En sémantique, on tente une transposition. Au lieu de traits sonores, on utilise des traits de sens. On peut prendre un exemple simple comme maison et Bastide. Les deux mots partagent une base de sens puisqu'ils renvoient à un bâtiment destiné à l'habitation. Mais Bastide ajoute une information culturelle ou géographique, généralement associée au sud de la France. On retrouve donc l'idée d'une base commune à laquelle s'ajoute un trait supplémentaire. Il faut cependant garder en tête qu'en phonologie, les traits sont plutôt limités et assez facilement testables, alors qu'en sémantique, les traits peuvent être plus discutables parce que le sens est lié à la culture, au contexte et aux usages. Le concept central de cette approche est celui de sème. Il est essentiel de comprendre le sème comme un trait minimal de sens utilisé pour décrire un mot. Le terme minimal ne renvoie pas à un élément universel et incontestable, mais à un trait suffisamment simple pour être opératoire dans une analyse donnée. Un sème doit être utile. Il doit permettre de rendre compte d'une opposition ou d'une organisation du lexique. Dans le champ des sièges, il est possible d'utiliser des traits tels que le fait d'être destiné à s'asseoir, le nombre de personnes concernées, la présence ou l'absence d'un dossier, ou encore la présence ou l'absence d'accoudoir. L'intérêt de ces traits réside dans leur capacité à expliquer pourquoi certains mots existent et comment ils se distinguent les uns des autres. Il est important de rappeler que le sème ne correspond pas à une propriété matérielle obligatoire. Il ne décrit pas directement la réalité physique, mais le fonctionnement linguistique d'une catégorie. En sémantique, l'unité lexicale est considérée comme un sémème, c'est-à-dire un ensemble de traits sémantiques appelés sèmes. L'analyse sémique considère que le sens d'un mot peut être décrit comme un ensemble de sèmes. L'ensemble complet des sèmes qui décrivent le sens d'un mot s'appelle un sémème. Dans cette tradition, notamment chez Pottier, on distingue souvent plusieurs types de traits, parce que tous les traits n'ont pas le même statut. On peut prendre un exemple comme autobus. On peut dire qu'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de personnes, circulant sur route,
et relevant d'un mode de transport collectif. Mais dans un champ plus précis, comme autobus, autocar, minibus et tram, certains traits deviennent plus importants. Par exemple, le trait urbain est souvent pertinent pour opposer autobus et autocar, ce dernier étant plutôt interurbain. Cela montre que l'analyse dépend du champ que l'on construit. Dans le PowerPoint apparaissent les notions de classème, de sème spécifique et de virtuème. Cette distinction permet de dire qu'il existe des traits très généraux qui classent un mot, des traits distinctifs qui opposent des termes proches, et des traits plus descriptifs qui ne sont pas toujours nécessaires pour distinguer les unités lexicales. Un virtuème n'est ni distinctif ni obligatoire. Seuls les traits distinctifs feront l'objet d'une analyse sémique en relation avec un champ sémantique d'unité. Les traits non distinctifs renvoient à la référence dans le monde et non plus à un champ d'unité linguistique. De même, l'autobus se distingue de l'autocar par sa fonction de moyen de transport urbain. Le reste de ces sèmes ne permet pas la distinction. Il est essentiel de faire la distinction entre la dénotation et la connotation. La dénotation correspond au sens de base, relativement neutre et stable. La connotation correspond aux valeurs supplémentaires liées au registre, à la culture ou à l'affect. Cette distinction peut être illustrée par la différence entre voiture et bagnole. Les deux mots renvoient au même type d'objet, mais bagnole appartient à un registre familier et peut comporter une nuance péjorative. Le trait de registre relève de la connotation et non de la description de l'objet. Le même phénomène apparaît avec le mot lion. La dénotation renvoie à l'animal, tandis que la connotation associe souvent des valeurs comme la force, le courage ou la royauté. Ces valeurs ne décrivent pas l'animal lui-même, mais des représentations culturelles associées au mot. Il est important de bien distinguer les notions de traits distinctifs et de traits pertinents. Un trait est distinctif lorsqu'il permet de différencier deux mots proches dans un même champ lexical. Un trait est pertinent lorsqu'il est utile pour l'analyse que l'on souhaite mener. Il faut toutefois éviter un piège fréquent. Un même trait peut être pertinent dans une comparaison et inutile dans une autre. La présence d'accoudoirs permet par exemple de distinguer chaise et fauteuil, mais elle ne permet pas de distinguer chaise et tabouret. Dans ce dernier cas, la présence ou l'absence d'un dossier est un critère plus pertinent. Cette observation conduit à la notion de sémème relatif. Décrire un mot en fonction d'un contraste précis peut être utile, mais il faut rester vigilant. L'absence d'un trait ne signifie pas nécessairement que ce trait fait partie de la définition négative du mot. Elle peut simplement indiquer que le trait n'est pas pertinent dans la comparaison considérée. Il est nécessaire d'insister sur le caractère abstrait du sème. L'analyse sémique ne décrit pas un objet particulier, mais une catégorie linguistique. Dans la réalité, les chaises peuvent être très différentes les unes des autres, mais la langue regroupe ces objets sous un même mot. L'analyse cherche donc à décrire le fonctionnement de la catégorie dans la langue et non à dresser un inventaire exhaustif de toutes les formes possibles. Cette abstraction explique également pourquoi les langues ne découpent pas toujours la réalité de la même manière. Un trait peut être lexicalisé dans une langue et ignoré dans une autre. Les classèmes correspondent à des traits très généraux qui permettent de classer les mots dans de grandes catégories, comme animé, humain, concret
ou abstrait. Ces traits structurent le lexique en grandes familles et jouent un rôle fondamental dans l'organisation du vocabulaire. Quelle que soit l'unité de sens, on commencera par l'analyser selon ces critères. Moins animé, plus animé. S'il s'agit d'un référent moins animé, autrement dit non vivant et dépourvu d'âme, il sera soit moins concret, autrement dit moins matériel, ou plus concret, c'est-à-dire plus matériel. S'il est plus animé, il sera moins humain, c'est-à-dire plus animal, ou plus humain. Notons que les plantes, bien que vivantes, sont considérées comme moins animées. Un médecin et un professeur partagent le trait humain. Un chien et un chat partagent le trait animé, mais non humain. Une table et une chaise partagent le trait concret et non animé. Ces traits sont indispensables pour situer les mots, mais ils ne suffisent pas à expliquer les différences fines à l'intérieur d'un même champ lexical. Le sémème prend toute sa valeur lorsqu'il est étudié à l'intérieur d'un champ lexical. Un champ lexical ne correspond pas simplement à une liste de mots ayant un thème commun. Il s'agit d'un ensemble structuré dans lequel les mots se définissent les uns par rapport aux autres. Un mot comme tabouret existe parce qu'il se distingue de chaise et de banc. Un mot comme rouge se comprend aussi par opposition à rose, orange ou bordeaux. L'analyse componentielle fournit alors un outil pour représenter ces oppositions et ces relations de manière systématique. Un sémème appartient toujours à un champ lexical, c'est-à-dire qu'il est apparenté sémantiquement à d'autres unités lexicales. Par exemple, le lexème père fera partie du même champ lexical que mère, fils, cousin. On représente généralement l'analyse sémique componentielle des sémèmes d'un même champ lexical sous forme de matrice selon le modèle proposé par Bernard Pottier en 1968. Par exemple, le sémème de la famille des sièges seront représentés de la manière suivante. La première colonne représente le sème commun, dans ce cas, pour s'asseoir. Puis, on opposera les sièges selon des critères différentiels. Pour une personne, avec dossier, avec bras. Notons qu'on aurait parfaitement pu retenir d'autres critères, c'est-à-dire d'autres sèmes que ce choisit ici. Ce qui compte, c'est que ces critères soient toujours définitoires et différentiels. Par exemple, un critère comme peut être recouvert d'un tissu fleuri ne sera ni obligatoire ni différentiel dans la définition et ne pourra pas être retenu dans la matrice. En effet, il s'agit d'un virtuème et non d'un sème spécifique. Dans la perspective structuraliste, le sens d'un mot correspond à sa valeur dans un système. Cette valeur est définie par les relations que le mot entretient avec les autres unités du lexique. Le sens n'est donc pas une essence isolée, mais une position dans un réseau de différences. Apprendre le vocabulaire d'une langue revient en partie à apprendre la manière dont cette langue découpe le monde. La sémantique structurale cherche précisément à rendre ce découpage visible et analysable. Il convient de souligner que les oppositions sémantiques ne sont pas toujours binaires. Contrairement à la phonologie, certaines catégories lexicales sont floues et certaines oppositions ne se laissent pas réduire à un simple plus ou moins. Dans une matrice de traits, il est donc normal que certaines cases restent vides. Une case vide
peut signifier que le critère n'est pas applicable, qu'il n'est pas stable ou qu'il n'est pas pertinent. Le mot « banc » illustre bien cette situation, car il existe des bancs avec dossier et des bancs sans dossier. Le trait ne peut donc pas être considéré comme définitoire. À ce stade, il est pertinent d'introduire la relation d'hyperonymie et d'hyponymie. Un hyperonyme correspond à un terme plus général, tandis qu'un hyponyme correspond à un terme plus spécifique. Des énoncés comme « une tulipe est une fleur » ou « une chaise est un siège » montrent clairement cette relation d'inclusion. L'hyperonyme est un terme dont le sens inclut le sens d'autres termes, ces hyponymes. Les cohyponymes sont dans un rapport d'inclusion par rapport à un tout. C'est un type de. Le tout s'appelle l'hyperonyme. Par exemple, la mouche, la fourmi et l'abeille sont des types d'insectes. La mouche, la fourmi et l'abeille sont des cohyponymes et ont un hyperonyme commun, insecte. Les hyperonymes sont aussi appelés archilexèmes. La notion d'archisémème ressemble à celle d'archilexème, à la différence que l'archilexème est d'ordre lexical et l'archisémème d'ordre purement sémantique. Un archisémème est un concept englobant celui d'autres concepts plus précis appelés sémèmes. Cette relation est asymétrique. Dire qu'une chose est une tulipe implique qu'elle est une fleur, mais dire qu'une chose est une fleur n'implique pas qu'elle soit une tulipe. Sur le plan sémantique, cela signifie que le sens de l'hyperonyme est inclus dans le sens de l'hyponyme. L'hyperonymie peut être présentée comme une application logique. Dire que quelque chose est une tulipe implique que cette chose est une fleur. Le sens fleur est donc inclus dans le sens tulipe. Cette relation permet de comprendre que le lexique s'organise en niveaux. Cette idée est aussi utile en pédagogie car elle permet d'expliquer que dire le terme général n'est pas toujours faux. Dire que quelque chose est une fleur au lieu de dire que c'est une tulipe n'est pas une erreur de vérité, mais une perte de précision. Un hyperonyme doit fonctionner sur deux plans. Sur le plan référentiel, il doit pouvoir s'appliquer à tous les objets que les hyponymes peuvent désigner. Sur le plan sémantique, son sens doit être inclus dans celui des hyponymes. L'hyperonyme est donc moins chargé en traits et couvre un domaine plus large, tandis que l'hyponyme est plus spécialisé. Il est important de distinguer une relation sémantique comme l'hyperonymie d'une simple question de fréquence. Un mot peut être fréquent sans être un hyperonyme. L'hyperonymie est une relation de sens et d'inclusion. L'inclusion peut d'abord se comprendre au niveau des référents. Tout objet nommé chaise est aussi un objet qui peut être nommé siège. On peut représenter cela par l'idée d'un ensemble inclus dans un autre. Cette étape est utile parce qu'elle est concrète. Cependant, l'objectif est ensuite de passer au niveau du signifié, c'est-à-dire au niveau du sens linguistique. Ce passage est nécessaire pour comprendre comment la langue encode l'inclusion et pas seulement comment on classe des objets. L'inclusion des signifiés signifie que le sens de chaise contient déjà le sens de siège, puis ajoute des traits. On peut décrire siège comme un terme très général, renvoyant à un objet pour s'asseoir. Chaise reprend cette base et ajoute un certain nombre de traits typiques, comme l'idée d'être prévu pour une personne
et d'avoir souvent un dossier. Au niveau du sens, le mot chaise contient donc déjà le sens de siège et y ajoute des traits supplémentaires. Tabouret reprend lui aussi la base siège, mais ajoute l'idée d'être prévu pour une personne et de ne pas avoir de dossier. Il faut rappeler que ces traits restent des simplifications, car la réalité présente des objets hybrides. La langue organise des catégories utiles et non un inventaire parfait de toutes les configurations possibles. Le cœur de l'analyse componentielle consiste à isoler les sèmes discriminants, c'est-à-dire les traits qui permettent de distinguer des mots proches dans un même champ. Dans le champ des sièges, on peut utiliser des critères comme le nombre de personnes, la présence d'un dossier, la présence d'accoudoirs ou encore le fait d'être rembourré. Un critère est bon lorsqu'il sépare correctement les mots. Un critère est mauvais lorsqu'il ne sépare rien ou lorsqu'il sépare de manière instable. L'analyse ne doit donc pas être seulement inventive, elle doit être contrôlée par l'usage et par la cohérence du champ. On introduit alors deux notions classiques. L'extension correspond à l'ensemble des objets possibles que le mot peut désigner. L'intention correspond à l'ensemble des traits qui définissent le concept. Plus un mot est général, plus il a d'extension et moins il a d'intention. Un mot comme animal a une extension très large, mais une intention relativement pauvre. À l'inverse, un mot très spécifique a une extension limitée et une intention riche. Par exemple, un mot comme chihuahua a une extension plus réduite, mais une intention plus riche. Cette opposition explique l'intérêt des hyperonymes, car ils permettent de parler sans être précis lorsque ce n'est pas nécessaire. Dans la communication ordinaire, le niveau de précision varie selon l'objectif du discours. On peut établir un lien de ce concept d'intention-extension avec la distinction quantitatif et qualitatif dans la théorie des opérations énonciatives d'Antoine Cuglioli. L'extension se rapproche d'une dimension quantifiable, parce qu'elle correspond à l'ensemble des occurrences possibles. L'intention se rapproche d'une dimension qualitative, parce qu'elle correspond aux propriétés qui caractérisent le concept. Le cas de l'eau permet d'illustrer ce point. Dans de nombreux contextes, eau se comporte comme un nom massif, ce qui signifie qu'on ne la compte pas naturellement. Cependant, on peut la quantifier par des unités comme un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Le langage permet ainsi de créer des supports de quantification, ce qui montre que les catégories sémantiques rejoignent la grammaire. À ce stade, on peut formuler une critique de la transposition phonologie vers sémantique. En phonologie, les traits sont relativement fermés et faciles à tester. En sémantique, les traits sont plus ouverts, parfois discutables, et surtout très sensibles au contexte. L'exemple de chaise électrique l'illustre bien. Une analyse naïve pourrait croire que chaise signifie forcément siège pour s'asseoir. Pourtant, dans l'expression chaise électrique, on ne parle pas d'un siège fonctionnel au sens du mobilier, mais d'un instrument spécialisé. Le sens de l'expression ne correspond donc pas simplement à une somme mécanique des sens des mots. Cette observation rappelle que l'analyse sémique est un outil puissant, mais qu'il doit être utilisé avec prudence. On se doit par ailleurs d'être attentif aux unités lexicales complexes.
Certains groupes de mots fonctionnent comme une seule unité parce qu'ils sont figés ou lexicalisés. Il est alors dangereux de les analyser mot par mot, comme si chaque composant gardait son sens autonome. Des expressions comme pomme de terre ou prendre la tête montrent bien qu'une analyse littérale peut conduire à des contresens. Avant de proposer des sèmes, il faut donc vérifier si l'on a affaire à une unité lexicale stable. Si c'est le cas, l'analyse sémique doit porter sur l'unité entière. Quand on construit une matrice de traits, certaines cases peuvent rester vides. Cela ne signifie pas que l'analyse est incomplète. Cela signifie souvent que le trait n'est pas applicable, qu'il n'est pas stable ou qu'il n'est pas pertinent. L'exemple du banc est particulièrement clair. Il existe des bancs avec dossier et des bancs sans dossier. Le trait avec dossier n'est donc pas un trait stable qui permettrait de définir le mot banc. Il est donc plus rigoureux de laisser la case vide plutôt que d'imposer un plus ou un moins artificiel. On peut aussi adopter une démarche qui consiste à représenter les relations dans un champ lexical à partir d'un arbre. Cette représentation est souvent plus lisible car elle montre une progression du général vers le particulier. On part d'un terme comme siège, puis on ajoute des critères successifs. On peut distinguer les sièges pour une personne et ceux pour plusieurs personnes. On peut ensuite distinguer ceux qui ont un dossier de ceux qui n'en ont pas, puis distinguer ceux qui ont des accoudoirs de ceux qui n'en ont pas. Cette représentation permet de comprendre que les sèmes peuvent fonctionner comme des décisions successives. Mais il faut aussi rappeler qu'il peut exister plusieurs arbres possibles selon les critères choisis et selon l'objectif de l'analyse. Il existe également une représentation en termes d'ensemble. Elle sert notamment à visualiser l'inclusion, mais aussi certaines zones de recouvrement. Elle permet de montrer que certains objets peuvent être à la frontière entre deux catégories. Cette approche est utile pour expliquer que le lexique n'est pas toujours parfaitement discret. Certains mots recouvrent des réalités variées et certaines sous-catégories ne sont pas strictement séparées. L'exemple de Katz et Fodor introduit l'idée que certains mots sont polysémiques. Un mot comme canard peut correspondre à plusieurs sens organisés en branches. Il peut renvoyer à l'animal, mais il peut aussi avoir des emplois spécialisés ou figurés. Le canard est un animal palmipède qui se nourrit en trempant sa tête dans l'eau, ce à quoi fait penser un sucre trempé à moitié dans un liquide. C'est une volaille comestible dont les gourmets apprécient la viande. Par ailleurs, son cri est perçu comme strident et désagréable. C'est pourquoi, par extension, on lui attribuera des valeurs de fausseté, la fausse note ou la fausse nouvelle, voire un mauvais journal qui répand des cancans. Katz et Fodor proposent une analyse sémique du sémème canard sous forme d'arborescence, dans la tradition générative transformationnelle. Canard, lorsqu'il est matériel et animé, non humain et mâle, il s'agit alors du palmipède, de l'oiseau. Lorsqu'il est matériel et non animé, s'il est comestible, il s'agit soit d'un sucre trempé dans de l'alcool ou dans du café, soit de la viande du canard. Lorsqu'il n'est pas comestible, il s'agit d'un mauvais journal. Le canard, lorsqu'il n'est pas matériel, peut être musical. Dans ce cas-là, il s'agit d'une fausse note, d'un couac. Lorsqu'il n'est pas musical, il s'agit d'une fausse nouvelle qu'on appelle aussi un canular. L'intérêt pour l'analyse sémique est que l'on peut proposer une analyse en sème pour chaque sens. Les sèmes ne sont donc pas collés aux mots une fois pour toutes. Ils dépendent du sémème activé dans un contexte donné. En lexicologie, le terme champ
est utilisé pour désigner la structure d'un domaine linguistique donné. Les deux notions de champ sémantique et de champ lexical sont très souvent confondues. Toutefois, en linguistique, il convient de les distinguer. Un sémème appartient toujours à un champ lexical, c'est-à-dire qu'il est apparenté sémantiquement à d'autres unités lexicales. Par exemple, le lexème père fera partie du même champ lexical que mère, fils, cousin. Autrement dit, le champ lexical correspond à un ensemble de mots liés par un domaine, comme les mots de la cuisine ou du mobilier. Le taxème correspond à un sous-champ très resserré où les mots se distinguent par un petit nombre de traits précis. À l'instar du champ lexical, l'isotopie est un paradigme, mais constitué de classèmes et non seulement de lexiques, et qui en outre, conséquence logique, peut regrouper plusieurs champs lexicaux. L'isotopie renvoie à un champ notionnel qui réunit des termes appartenant à un même domaine de référence. Exemple, chasseur, jumelle, jeep, lion, safari, savane. Ainsi, l'isotopie correspond à la cohérence d'un texte, créée par la répétition de certains traits. Par exemple, une isotopie maritime lorsque l'on rencontre mer, vague, bateau et port. Le terme de champ sémantique, quant à lui, rend compte de l'ensemble des différents sens que peut prendre une même unité linguistique lorsqu'elle est polysémique. Par exemple, pour le sémème canard, si on parle des canards sur un lac, on est dans le domaine de la zoologie. Alors que si on réfère aux fausses notes d'un trompettiste, on se trouve dans le domaine de la musique. Il peut également s'agir d'un mauvais journal, d'un sucre trempé dans un liquide ou d'une fausse nouvelle. On dira que le champ sémantique de l'unité canard s'étend à tous ces domaines. Il est donc essentiel de ne pas confondre champ lexical, qui regroupe plusieurs mots, et champ sémantique, qui regroupe plusieurs sens d'un même mot. On peut également regrouper le lexique selon des critères morphologiques, plutôt que sémantiques, dans des catégories communément appelées familles de mots. Ainsi, lavage, lavement, laverie, délavé, lavable font partie de la même famille morphologique. Le mot papier fournit un excellent exemple de polysémie. Papier peut désigner une matière, comme dans l'expression « le papier est blanc ». Papier peut désigner un document, comme dans « vos papiers, s'il vous plaît ». Papier peut désigner un article de presse, comme dans « j'ai écrit un papier ». Papier peut encore désigner des documents administratifs, comme dans « il n'a pas ses papiers ». On voit donc qu'il ne s'agit pas d'un champ lexical du papier, mais d'un champ sémantique du mot papier. Le contexte suffit souvent à sélectionner le sens pertinent. En fait, toute analyse sémique dépend du corpus et du contexte. Une chaise d'enfant, une chaise de bureau et une chaise électrique ne relèvent pas du même champ fonctionnel. Sans précision sur le domaine considéré, l'analyse risque de devenir incohérente. Plus largement, le lexique est influencé par des contraintes externes, comme les pratiques sociales, les habitudes culturelles et les besoins communicatifs. Lorsque certains domaines sont culturellement importants, le vocabulaire devient plus riche et plus finement structuré. Les francophones voient en une chaise et un fauteuil deux meubles bien distincts, alors que pour les anglophones, armchair, tout comme wheelchair, est un hyponyme de chair. À noter qu'en français, une chaise de bureau qui a des bras n'est pas forcément un fauteuil.
Les bras ne sont pas le seul critère pour qu'un fauteuil soit un fauteuil. Il doit également se conformer à certains critères de forme. Il est intéressant qu'en France, les personnes à mobilité réduite se promènent dans un fauteuil roulant, alors qu'au Québec, on dirait plutôt une chaise roulante. Par ailleurs, une chaise de bureau qui comporte des roues ne sera pas appelée une chaise roulante, mais une chaise à roulettes. L'organisation d'un champ peut donc dépendre de critères physico-culturels. En anglais, un terme comme seat peut fonctionner comme terme général, mais l'organisation des sous-types ne correspond pas toujours exactement au mot français. Les langues ne mettent pas les mêmes frontières entre catégories. Cette observation explique aussi certaines difficultés de traduction. Il n'existe pas toujours un équivalent exact mot à mot parce que les découpages lexicaux ne sont pas identiques. On peut alors généraliser. Le lexique n'est pas seulement une structure interne. Il est influencé par des contraintes externes, comme les pratiques sociales, les habitudes culturelles, l'histoire et les techniques. Lorsqu'un domaine est important dans une culture, le vocabulaire devient souvent plus fin parce que la précision devient utile. Cette idée permet de nuancer un structuralisme strict. Les oppositions internes sont essentielles, mais elles sont aussi liées à des besoins humains et à des pratiques collectives. La comparaison avec d'autres langues montre que les découpages lexicaux ne sont pas universels. Les termes de parenté en polonais, par exemple, ne correspondent pas exactement aux termes français. L'exemple des termes de parenté comme belle-sœur ou nièce en polonais illustre le fait que les langues ne découpent pas toutes le même domaine de la même façon. Certaines langues distinguent plus finement certains liens familiaux ou lexicalisent des traits qui ne sont pas lexicalisés en français. Cette comparaison montre qu'il est difficile de construire une liste de sèmes qui fonctionnerait de manière identique dans toutes les langues. Les traits pertinents peuvent varier selon les systèmes linguistiques. De même, la distinction entre fleuve et rivière en français n'a pas d'équivalent direct en anglais, où l'on utilise généralement river. Par ailleurs, en polonais, on ne fait pas la différence entre le bras et la main. Ces comparaisons montrent que les sèmes ne sont pas de simples reflets de la réalité naturelle, mais des choix linguistiques propres à chaque système. On revient alors à la comparaison avec le phonème. Un phonème est lié à un signal sonore et peut être testé par des oppositions minimales. Il faut enfin rappeler que le sème n'est pas directement observable. Il est reconstruit à partir des oppositions lexicales, des paraphrases, des relations d'inclusion et des effets produits en contexte. Cela signifie que l'analyse sémique est plus interprétative. Elle peut être rigoureuse, mais elle ne repose pas sur le même type de preuve expérimentale que la phonologie. Un bon principe consiste à montrer à quoi sert un sème, c'est-à-dire quelle opposition ou quelle relation il permet d'expliquer. Touratier mentionne l'idée d'universo-sémantique, notamment chez Wierzbicka. L'hypothèse générale est qu'il existerait un petit ensemble de notions très simples, présentes dans toutes les langues, et que l'on pourrait définir les mots complexes à partir de ces primitifs. Cette hypothèse est intéressante, mais elle doit être présentée avec prudence, car les exemples interlinguistiques montrent que de nombreux traits importants ne sont pas lexicalisés de la même manière d'une langue à l'autre. Il existe donc une tension entre la recherche de bases communes et l'observation de découpages lexicaux très différents.
L'hypothèse des universaux sémantiques est stimulante, mais elle doit être confrontée aux variations observées entre les systèmes linguistiques. Il faut enfin rappeler que le sème n'est pas directement observable. Contrairement au phonème, il ne correspond pas à un signal perceptible. Il est reconstruit à partir des oppositions lexicales, des paraphrases et des effets de sens en contexte. L'analyse sémique repose donc sur une interprétation raisonnée et argumentée. Sa validité dépend de sa capacité à expliquer les relations entre les mots et le fonctionnement du lexique. Le choix des sèmes dépend en partie de facteurs culturels et sociaux. L'analyse sémique ne doit donc pas être conçue comme une description figée, mais comme une modélisation liée aux usages. Pour terminer, il est utile de rappeler que les sèmes ne sont pas tous au même niveau. Il existe souvent un noyau central, stable et définitoire, et des traits plus périphériques, variables, contextuels ou connotatifs. Dans le cas de chaise, l'idée d'un objet destiné à s'asseoir et généralement prévu pour une personne semble centrale. Certains autres traits peuvent être fréquents sans être obligatoires. L'analyse doit donc hiérarchiser les traits et reconnaître que le sens est structuré, mais aussi vivant, contextualisé et culturel. La référence principale que nous avons utilisée pour cette présentation est le deuxième chapitre de l'ouvrage de Christian Touratier, intitulé La sémantique, deuxième édition, publié en 2010 chez Armand Collin dans la collection Cursus. Ce livre offre une vue d'ensemble claire et structurée de la sémantique lexicale.